Christophe Bobiocono, bonjour. Bonjour. Depuis le début du procès, il y a 10 mois, les débats s'enlisent dans des questions de procédure interminables. Est-ce que c'est voulu de la part du tribunal militaire ? Alors, avec le temps, on peut effectivement penser que ce qui se passe est voulu. Parce que en ce moment, depuis à peu près 2 mois, le procès s'est quasiment arrêté au tribunal militaire de Yaoundé parce que les juges ont pris une décision et les questions posées par cette décision-là sont soumises à l'examen de la cour d'appel du centre. C'est-à-dire que le tribunal militaire a modifié l'ordonnance de renvoi, ce qui oblige un autre tribunal à se prononcer en ce moment, c'est ça ? Oui. Est-ce que depuis le début du procès, l'un des principaux acteurs, l'un des principaux témoins a pu s'exprimer ? Aucun des témoins, aucun accusé n'a été entendu jusqu'à présent par rapport aux faits qui sont la cause de la procédure judiciaire. Ils ont simplement répondu présents à chaque fois qu'ils sont venus devant le tribunal, où ils ont plaidé non coupables pour l'ensemble d'entre eux lorsque la question leur a été posée. C'est tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent. Les débats sont confisqués par les magistrats et les avocats jusqu'à présent. Pourquoi le tribunal militaire refuse-t-il de transmettre la totalité du dossier aux parties ? Disons que c'est quelque chose d'inattendu. Le tribunal prétexte que la loi ne l'oblige pas à mettre le dossier à la disposition des acteurs de la justice. Mais ce qu'on subodore, c'est qu'il y a sans doute des choses que le tribunal n'aimerait pas que des avocats, des représentants des parties dans la procédure découvrent. Par exemple, la question de l'ordonnance prise le 1er décembre 2023 par le juge d'instruction, levant d'office les mandats d'incarcération de M. Eko et de M. Jean-Pierre Amougou-Bellinga. Cette affaire avait suscité une polémique et des intrusions des politiques dans la procédure et c'est des choses sans doute qui ne sont pas bonnes à être vues par tout le monde. Ce qui est incroyable également, c'est que depuis 2 ans, le corps de Martinez Zogo est toujours à la morgue. Comment expliquez-vous cela ? Disons que au moment où ce corps-là avait été découvert, il avait été placé sous main de justice, donc il avait fait l'objet d'une réquisition et placé sous main de justice pour que les enquêtes se fassent et notamment une autopsie sur la dépouille. Maintenant que l'affaire se trouve devant l'instance de jugement, il est possible que cette instance-là décide elle aussi de demander des autopsies complémentaires, probablement pour éclairer des questions qui pourraient se poser en cours de procédure. Donc en fait, si Martinez Zogo n'est pas encore enterré, c'est parce que le tribunal n'exclut pas une nouvelle autopsie. C'est cela. Alors malgré tous ces blocages, est-ce qu'il y a eu des avancées depuis le début du procès il y a 10 mois ? Est-ce qu'il y a eu des expertises téléphoniques par exemple qui ont parlé ? Les réseaux sociaux ou bien certains lanceurs d'alerte ont dit des choses de ce type-là, mais ce n'est pas vrai. Et tout ça est favorisé par le fait que les parties n'ont pas, comme vous l'avez souligné dans votre question précédente, n'ont pas l'accès au dossier et ne savent pas exactement ce qui est contenu dans ce dossier-là. Alors parmi les 17 accusés, l'un des principaux est Justin Danoué, l'ancien numéro 2 des services secrets de la DGRE. Il serait passé aux aveux. Il est accusé de complicité de torture et de complicité d'assassinat. Mais qui sont les commanditaires ? Je crois que c'est la grande question. Et 3 autres personnalités importantes sont dans le box des accusés, hein. Tout à fait. Monsieur Justin Danoué est accusé aujourd'hui de complicité de coaction de torture et complicité de coaction d'assassinat. Et ceux qui pourraient apparaître comme les commanditaires de l'affaire, c'est l'ancien DG de la DGRE, monsieur Léopold Eko et monsieur Jean-Pierre Amougou-Bellinga, qui était le patron du groupe L'Anecdote. Et monsieur Martin Savom, il est accusé de complicité d'assassinat, pour ce qui le concerne. Et c'est le maire de la commune de Bibé, qui est dans la périphérie de Yaoundé ? Oui, c'est le maire de la commune de Bibé qui s'était retrouvé dans certains lieux où des choses se seraient nouées par rapport à l'assassinat de Martinez Zogo, le jour où cela s'est effectué. Et alors, toutes ces personnalités, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou-Bellinga, l'ancien patron des services Léopold Eko et le maire de Bibé, Martin Stéphane Savom, tous plaident non coupables. Tous les accusés ont plaidé non coupables, tous sans exception. Et cela signifie simplement que même si certains reconnaissent certains faits, ils pourraient dire que ces faits-là n'ont pas été posés dans le cadre de la commission de l'infraction. Oui, je crois que le numéro 2 de la DGRE, Justin Danoué, reconnaît qu'il est impliqué dans l'enlèvement de Martinez Zogo, mais pas dans son assassinat. Est-ce que les 3 autres personnalités dont on a parlé reconnaissent elles aussi être impliquées dans l'enlèvement ? Ni M. Léopold Eko, ni Jean-Pierre Amougou-Bellinga, ni le maire de Bibé, M. Martin Savom, ne reconnaissent leur implication dans ce qui s'est passé. Aucun d'entre eux ne l'a reconnu. Et on peut comprendre puisqu'ils ont plaidé non coupable. Ce qui est troublant, c'est que l'enquête
à un moment donné, a laissé croire que M. Léopold Eko, pour ce qui le concerne, devait être mis en liberté. Les accusations portant sur sa personne ayant été soutenues par un seul acteur, à savoir Justin Danwe, qui n'ont pas été corroborées par toute autre preuve. C'est-à-dire que parmi les personnalités actuellement accusées, celui dont le dossier d'accusation est le plus fragile est peut-être Léopold Eko. C'est ce qui apparaît des conclusions de l'enquête préliminaire et de l'avancée du dossier au niveau du juge d'instruction et notamment de cette ordonnance de levée d'office de son mandat d'incarcération le 1er décembre 2023. Et concernant l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou-Bellinga ? Concernant l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou-Bellinga, M. Justin Danwe, qui a mis M. Amougou-Bellinga en cause, avait donné une foultitude de détails qui laissaient croire qu'il avait reçu mission de donner une correction à M. Martinez Zogo, à le faire taire. Voilà, c'est sur cette base-là que M. Amougou-Bellinga est poursuivi. Alors on connaît les luttes de clans qui existent actuellement au sommet de l'État camerounais. Est-ce qu'il y a des connexions entre ces luttes de clans et l'affaire Martinez Zogo ? Disons que le contenu des informations que nous avons pu compulser dans le cadre de l'enquête menée par la police, l'information judiciaire, ne donne pas trace de ces implications-là. Mais on peut dire que ces luttes des clans-là ont quand même influencé l'enquête en elle-même. Pourquoi ? Parce que la première personne qui en parle est M. Léopold Eko dès sa première audition. Il laisse entendre qu'il est entre deux feux et il parle de manière très claire des clans qui combattent pour la succession du président Paul Biya. Et on sait très bien que M. Léopold Eko a été arrêté et pendant qu'il était déjà en prison a conservé le poste de DG de la DGRE et ce n'est qu'à la suite de l'ordonnance, de la fameuse ordonnance de mise en liberté du 1er décembre 2023 que finalement le président de la République lui a ôté la casquette de patron de la DGRE. Donc on suppose que à ce moment-là, des influences politiques ont pu entrer en jeu pour permettre cette évolution des choses. Le Cameroun va rentrer en campagne électorale puisque la présidentielle est prévue au mois d'octobre. Est-ce que le procès pourra se tenir en pleine campagne ? Bien sûr, le temps de la justice n'est pas le temps du politique. De toutes les façons, le procès se déroule dans un camp militaire. Il s'agit du quartier général de Yaoundé, où se trouve le tribunal militaire de Yaoundé, sa salle d'audience. Tous les accusés sont sous main de justice. Donc, à tout moment, lorsque les juges ont besoin de faire avancer la procédure, ils peuvent la faire avancer sans influence aucune. Oui, mais l'assassinat de notre confrère il y a 2 ans va nécessairement être évoqué par les différents candidats dans leurs arguments de campagne. Oui, ils peuvent évoquer cette affaire-là, mais comme dans le cas de l'insécurité générale, de l'insécurité judiciaire, oui, mais directement, dès lors que personne, pour l'instant, ne pointe le président Biya dans ce qui s'est passé, sa responsabilité dans ce qui s'est passé, cela pourrait très peu influencer le débat politique. Alors pour l'instant, le procès est suspendu dans l'attente d'une décision de la Cour d'appel du Centre. Quand est-ce qu'il va reprendre ? Déjà, il faut attendre que la Cour d'appel du Centre enrôle l'affaire. Nous en sommes déjà à plus de 2 semaines et l'affaire n'est pas encore programmée au niveau de la Cour d'appel du Centre. Et la Cour d'appel du Centre devra donc examiner les questions qui lui sont soumises et trancher. Et ce n'est qu'après cela que, ayant rétabli le dossier au tribunal militaire, le procès pourra recommencer sur les bases indiquées par la Cour d'appel du Centre. Est-ce que les juges du tribunal militaire jouent la montre ? Oui, il semble que, il apparaît que les juges du tribunal militaire jouent quand même la montre. Parce que certaines des parties avaient sollicité des audiences en session, ça signifie la possibilité pour le tribunal de connaître l'affaire pendant plusieurs jours d'affilée, mais les juges n'ont pas trouvé nécessaire de répondre à cette question-là. En tout cas, ils ont repoussé cette demande-là. Donc, jusqu'à présent, les audiences sont séparées et sont tenues toutes les 3 semaines. Donc, pour une affaire qui compte 17 accusés, si on souhaite avoir une décision dans un temps raisonnable, le recours à des audiences de session est quelque chose d'incontournable. Donc, si les juges ne changent pas d'attitude, il n'y aura pas de verdict avant plusieurs années ? Il n'y aura pas de verdict avant plusieurs années si les juges ne changent pas. Parce que, imaginez-vous, tous les accusés passeront devant la barre et s'ils ont des témoins, tous leurs témoins passeront devant la barre et chaque accusé est interrogé par son avocat, par le procureur, le commissaire du gouvernement, par les avocats des parties civiles, par les avocats des autres accusés quand ils le trouvent nécessaire. Et c'est pareil pour chacun des témoins qui viennent devant la barre. Donc, si on continue de prendre une seule journée toutes les 3 semaines pour appeler l'affaire, ça peut durer de manière interminable. Christophe Bobiokono, merci.